J'ai discuté ce soir avec des touristes écossais. On a parlé justement des rapports entre le français et l'anglais. Et je leur ai expliqué qu'en fait le français est une langue germanique au départ, une structure germanique, et qu'elle a intégré le latin à sa façon. Une façon très différente de la façon dont ont procédé l'italien, l'espagnol et peut-être même d'ailleurs le catalan ou le roumain, que je connais moins bien. Autrement dit, le français est la rencontre par excellence du monde germanique et du monde latin. C'est pas pour rien que d'ailleurs la France, ça vient de la tribu des Francs. Et les Francs, c'est une tribu germanique. Et donc par conséquent, le français se situe dans cette fusion entre le latin au niveau du lexique et germanique au niveau morphologique et grammatical. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je crois qu'il est important de le rappeler, et d'en tirer toutes les conséquences et toutes les conclusions. On sait très bien, par exemple, que la forme petit-petite se retrouve en allemand dans Klein, Klein, et selon un processus qui n'a rien à voir avec le processus des marqueurs de genre des autres langues latines, ou par exemple beau en italien, bello, bella, en espagnol, guapo, guapa. On n'a pas du tout ça en français. Donc si le français a pris la place qu'il occupe au sein même des langues germaniques que sont ce qu'on appelle l'anglais et l'allemand, c'est parce qu'il représentait justement ces langues germaniques, ce qu'on n'a pas assez dit. Et par conséquent, le français incarne cette germanicité en quelque sorte latine, de façon remarquable. Et à côté, il faut bien le dire, l'anglais et l'allemand ne font pas le poids, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en fin de compte, ces deux langues, pour ne parler que d'elles, qui à l'origine sont des langues germaniques, ne l'oublions pas, même si aujourd'hui on pourrait contester ce statut, ces deux langues, de même qu'on pourrait contester le statut germanique du français d'ailleurs, ces deux langues sont francisées, beaucoup plus que latinisées. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas rencontré réellement le latin, elles n'ont pas fusionné avec le latin, elles ne sont pas l'interface entre le monde germanique et le monde latin, elles sont l'interface entre le monde germanique et le monde français, qui est lui-même déjà une interface entre le monde germanique et le monde latin. Donc elles arrivent un peu tard. Elles sont un peu en retard dans le processus, elles ont un train de retard. Et donc, en fin de compte, la question est de savoir ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est le français qui est interface entre le monde germanique et le monde latin, ou est-ce que c'est l'anglais et l'allemand qui sont l'interface entre le monde français, et non pas latin, et le monde germanique? Je crois que la réponse est assez claire, mais il fallait qu'elle soit précisée de cette façon. De la même façon que l'italien et l'espagnol, bon, il faut étudier ça, ça ne m'intéresse pas tellement dans l'immédiat, comment ce sont des langues latines qui ont transformé également le latin, mais qui n'ont absolument pas fait l'interface avec le monde germanique, ce qui est leur grand défaut, si vous voulez, quelque part, et ce qui explique qu'au fond, il y a très peu de mots latins, de type latin, de type italien ou espagnol dans les langues germaniques. Donc voilà ce que je voulais dire. Et par conséquent, si vous voulez, le français occupe une place historique et diachronique absolument fondamentale, avec, au fond, deux langues germaniques qui se trouvent, au fond, au sein de l'empire du français. Autrement dit, le français construit son empire
sur cette interface entre le monde germanique et le monde latin, mais il évacue d'une certaine manière la dimension germanique sur le plan lexical. Il se nourrit essentiellement du lexique latin, mais en revanche, il introduit une morphologie, une grammaire proprement germanique. Donc finalement, il évacue carrément le germanique. C'est pour ça que la dimension germanique du français a été souvent mal perçue, mal décrite. Elle se situe non pas au niveau lexical, mais au niveau morphologique. Et paradoxalement, d'ailleurs, l'anglais, qui est une langue qui est considérée comme germanique, n'a pas maintenu de manière absolument claire la morphologie et la grammaire de germanique, à la différence de l'allemand qui l'a maintenu. C'est pour ça que je préfère comparer la morphologie du français avec celle de l'allemand, parce que la morphologie de l'anglais, elle est catastrophique également de ce point de vue-là, donc il y a encore un ratage de ce point de vue-là, puisque au fond, elle n'est pas vraiment germanique, la morphologie de l'anglais, dans la mesure où précisément le traitement des adjectifs est neutre en quelque sorte. Donc il n'y a pas de marqueur de genre en anglais. Alors, quelles sont les raisons de cette carence de marqueurs? Certains disent que c'est une bonne chose, mais malgré tout, il ne faut quand même pas aller trop loin, il ne faut pas lancer le bouchon trop loin à ce niveau-là. Il semble que ce soit une influence française. En fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque l'anglais a emprunté au français, il a emprunté aussi sa grammaire, qui était une grammaire allemande, mais il l'a captée de façon caricaturale. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien décrit le système grammatical du français, il n'a pas bien compris, et donc de ce point de vue-là, il a créé une grammaire qui lui est propre, qui peut-être d'ailleurs fait le charme de la langue anglaise, et qui la rend par certains côtés plus simple. Mais en fait, c'est une sorte de dégradation de la morphologie du français. Je l'ai montré à plusieurs reprises, puisqu'en français, par exemple, il y a des cas, par exemple, où on dit petit, petite, mais il y a aussi des cas comme riche, par exemple, ou pauvre, où le masculin et le féminin ne sont pas distincts. Et il semble que ce soit à partir de ces cas où on ne distingue pas en français masculin et féminin que l'anglais a construit une morphologie où on ne distingue pas du tout masculin et féminin, alors qu'en français, c'était des exceptions, quelque part. Mais il y a quand même toute une série, par exemple, misérable, ça ne se distingue pas au masculin ou au féminin. Et tous les noms, bien entendu, en ABLE ou IBLE, irrésistibles, ne sont pas distincts. Donc voyez-vous, on retrouve déjà dans le français ce côté neutre de l'adjectif qui est repris en anglais, mais il est déjà en français. Donc on ne peut pas dire que c'est l'anglais qui a inventé cette neutralité d'adjectif. Alors qu'en allemand, on dit Reich, Reiche, arme, arme. Donc, voyez-vous, donc le français a fait évoluer la morphologie de l'allemand, de la langue germanique, plus que ne l'a fait l'allemand lui-même, et l'anglais a suivi cette évolution du français. Voilà le principe, ce que j'appelle la fibre impériale du français. Le français a créé un empire à partir de sa restructuration du lexique latin, mais pas de la grammaire latine, fort peu finalement. Et il a gardé les grands principes de la grammaire germanique, puisqu'on retrouve des similitudes beaucoup plus grandes sur le plan grammatical entre le français et l'allemand qu'entre l'allemand et l'anglais. Alors qu'en réalité, le français, par certains côtés, contrairement à ce qu'on croit, a des similitudes sur le plan grammatical, aussi bien avec l'anglais qu'avec l'allemand. Mais on ne peut pas passer de l'allemand à l'anglais sans passer par le français. Il y a une interface entre l'allemand et l'anglais. Voilà donc quelques réflexions linguistiques que je voulais vous soumettre, et je vous souhaite une bonne nuit.